l'immigration n'est pas l'objectif, il est un moyen. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'une série d'entrevues d'immigrants et immigrantes ici à Winnipeg. Ce sont des gens comme vous, comme moi, qui vont nous raconter leurs projets, pourquoi ils ont choisi le Manitoba, comment se sont passées leurs démarches, leur arrivée, leurs défis et leurs réussites ici dans leur nouvelle vie. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Merci. Bonjour Cédric. Bonjour Kenza. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Comment tu t'appelles, ton âge, d'où tu viens et quand tu es arrivé au Manitoba? Alors, moi, je m'appelle Cédric Moufélé, je viens du Cameroun. Ça fait 16 mois que je suis là. Donc, Et ça donne quoi en date? je suis arrivé en août 2022. Ok, merci. Donc, ça fait 16 mois que je suis là. Okay. Et j'ai la chance, je dois dire, d'exercer le métier que j'aime le plus, qui est le métier de journaliste ici, à Winnipeg, au sein de la communauté francophone Manitoba, et pouvoir s'intéresser aussi à tout ce qui se passe au Canada. Donc, ça fait du bien de découvrir une nouvelle communauté, plusieurs nouvelles communautés, une région qui a des défis, qui a des ambitions et où il y a eu beaucoup d'espoir aussi. Pourquoi tu as choisi le Manitoba? Alors, j'ai une anecdote à ce sujet. Je reçois en 2021, parce que j'ai l'ambition de donner une trajectoire internationale à ma carrière, et Radio-Canada est un des supports médiatiques que je connais à travers son service international. Et je sais aussi que c'est un diffuseur public qui peut m'offrir des occasions de pouvoir me développer. Donc j'intègre sa base de données. Dans la perspective d'un projet, bien sûr. Donc, tu as candidaté en ligne, d'immigration. Donc, ils ont une banque de données où ils permettent à tous ceux qui sont intéressés de manière spontanée à pouvoir remplir les informations sur un formulaire et éventuellement, s'il y a des candidatures, les personnes qui sont dans la base de données peuvent postuler, même si c'est une base de données externe, mais elle compile au moins des candidatures spontanées. Et j'ai reçu un courriel d'un responsable des ressources humaines qui me fait part d'un projet à Winnipeg. Et c'est la première fois que j'entends parler de ce nom. Surtout parce que la première image, le premier coup de projecteur qu'on a sur le Canada, c'est sur ses principales villes qui sont connues à travers le cinéma, la culture et aussi la place économique que ces villes occupent sur l'échiquier mondial. Donc, quand j'entends parler de ce nom m'intéresse parce que je trouve qu'il est très beau, Winnipeg. Le nom de la ville me séduit. Mais le projet ne va pas à son terme parce que je crois que ce recruteur-là avait démissionné, était allé dans une autre structure. Ça fait en sorte que pendant près d'un an, je me suis intéressé à cette ville en disant, OK, quelle est cette ville? Son actualité, sa place en termes d'importance au Canada. Je me rends compte que c'est à peu près la 8e ou la 10e ville en termes d'importance. Certes, des défis infrastructurels, mais aussi une histoire très intéressante. Je dis OK. Comment tu te renseignais sur la ville? Alors, je me renseigne à travers mes compétences professionnelles me permettent facilement de faire de la recherche sur Internet, à travers les sites de Radio-Canada, de CBC, à travers également des blogs, parce je sais qu'il y a beaucoup de gens ici au Canada qui partagent leur expérience sur les différentes villes canadiennes et qui aussi écrivent de nombreux articles. Et toutes les villes dans des grandes métropoles ont toujours des références. Il y a toujours des sites qui référencent plein d'informations. Donc, c'est à travers mes recherches, ma documentation que je commence à connaître son histoire, commence à connaître comment elle fonctionne. Bien sûr, les articles ne peuvent pas donner toute l'étendue de ce qu'on peut attendre d'une ville. Et de fil en aiguille, une deuxième occasion professionnelle se propose. Je suis recruté par Radio-Canada et on me propose de travailler à Winnipeg. Je précise qu'à ce moment-là, j'ai deux opportunités d'emploi, une à Toronto
une à Winnipeg. Mais je choisis celle de Winnipeg parce que ça cadre, parce que c'est Radio-Canada et ça cadre mieux avec mes aspirations futures. Et j'estime que c'est une ville que j'aimerais davantage connaître. Ça sort des sentiers battus parce que j'aime aller dans des environnements différents de tous ceux qui sont choisis par les autres. Et c'est donc comme ça que j'embarque pour Winnipeg. Et l'autre anecdote que je pourrais ajouter, c'est que dans le vol qui m'amène à Toronto, puisqu'il n'y a pas de vol direct entre l'Afrique et Winnipeg, donc il y a toujours escale à Toronto ou à Montréal, il y a une dame qui doit être libanaise, une femme, une aînée, qui me dit « Ah, où est-ce que vous allez ?» Je lui dis « Ah, je vais à Winnipeg. » Elle dit « Oh, Winnipeg, les gens sont très accueillants là-bas, mais il fait aussi très froid. » Voilà les deux informations que je reçois d'une personne avec qui je discute, qui vraiment me montre un autre regard, que forcément les informations qu'on recherche sur Internet, parfois ce ne sont pas des informations sur lesquelles on s'attarde le plus. Donc les deux premières informations que je reçois, en dehors de celles que j'avais déjà de mes gestionnaires, qui m'avaient déjà un peu fait un briefing sur ce à quoi ressemblait Winnipeg, c'était vraiment quelqu'un qui te dit, écoute, beaucoup de chaleur, d'hospitalité, mais aussi il y a le climat qui peut être parfois rude. Donc quand j'arrive dans la ville, je découvre que c'est une ville qui est tentaculaire et aussi l'un des premiers lieux où je me rends, bien sûr, lorsqu'on demande à visiter les sites touristiques, c'est la Fourche. Oui. Et je suis séduit par les informations qui sont données, qui sont gravées sur les murs et qui racontent l'histoire des peuples autochtones, de comment Winnipeg était une place commerciale très importante. Et je me dis, mais je suis vraiment à l'endroit où il faut parce que ça me permet de... Je crois qu'après 16 mois, cette ville me permet de connaître tout le Canada, rien qu'à travers son histoire. Et du coup, quand tu es arrivé à Winnipeg, c'était la première fois que tu venais au Canada. Et à part la Fourche, quelles ont été tes autres impressions de la ville? Alors, la ville, j'ai trouvé que le réseau routier est vraiment très vaste. Je trouve que les routes sont très grandes. C'est vraiment une ville nord-américaine parce que j'étais à Washington aussi. Je pense que les routes sont similaires à peu près. Il y a vraiment un grand espace. J'ai apprécié le côté des bâtiments qui datent d'une époque et qui continuent d'être là. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Winnipeg. C'est-à-dire, il y a des bâtiments historiques qui côtoient des bâtiments un peu plus modernes. Ça, par contre, j'apprécie énormément. Et la deuxième chose que j'ai cherché après les sites touristiques, c'est bien sûr les salles de sport. J'ai trouvé je craignais de ne pas en avoir assez. J'ai été agréablement surpris qui sont très modernes et qui sont des salles qui représentent des grands groupes d'industrie sportive au Canada, donc vraiment c'était très agréable. Donc la découverte de la ville, ces paysages, un côté paysager très important, et ça c'est agréable, ça donne une bonne bouffée d'air frais quel que soit le fait que tu sois en ville ou un peu plus éloigné. Et grâce à mon travail aussi, j'ai pu aller un peu dans les villages environnants. Je trouve que c'est magnifique. Les paysages coupent le souffle et surtout le contact avec les gens. Les gens sont vraiment, même s'ils ne te connaissent pas, ils sont vraiment chaleureux. Ils sont accueillants et ils sont toujours prêts à te demander d'où tu viens. D'où tu viens? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Ils sont toujours... Ce n'est pas des questions qui sont négatives, c'est vraiment une curiosité à vouloir connaître ton histoire, ton expérience. Et ça fait toujours plaisir de partager avec d'autres et d'apprendre aussi de ceux-là qui sont ici depuis ou qui viennent de différentes communautés. Je constate qu'il y a énormément de gens qui sont chaleureux, mais je constate aussi qu'il y a d'autres amis qui viennent d'autres pays européens, mais qui n'ont pas fait face à la même chaleur d'accueil, selon les expériences. Donc, les expériences peuvent être vraiment très individuelles. Ça dépend aussi du tempérament de tout un chacun, de comment est-ce qu'on interagit avec d'autres et de ce qu'on attend dans l'interaction avec les autres. Parce que parfois, on peut avoir des attentes élevées
et on ne les a pas. Et parfois, on peut comprendre les attitudes des uns et des autres et relativiser si mon vis-à-vis pose une attitude polie ou moins polie, selon son humeur ou pas. Comment s'est passé ton premier hiver? Tu parlais d'air froid tout à l'heure, d'air frais. Est-ce que ça a été aussi froid que tu t'y attendais? Alors, tout le monde m'a dit à mon lieu de service qu'attention, l'hiver est rude ici, mais il est possible de vivre cette expérience de manière agréable à condition d'être bien habillé. Donc, du courage, que cela ne te décourage pas, que cela ne t'embête pas, il faut profiter des activités. Moi, ce que je redoutais, c'est de tomber malade pendant des températures, avec des températures très froides. Mais ça s'est plutôt relativement bien passé. J'ai constaté que les mois de octobre-novembre 2022, c'était des températures qui étaient similaires à celles qui existent dans des régions du Cameroun, des régions de l'Ouest, où il y a des montagnes, où les températures vont souvent à moins 3, moins 4 degrés à peu près. Donc il fait aussi froid là-bas. Donc c'était un peu similaire. Mais le mois de décembre 2022 était tout particulier parce que j'ai expérimenté des températures à moins 25, à moins 30 et je me disais, dis donc, c'est impressionnant ici. Et en discutant avec des amis que je me suis fait ici à Winnipeg, ils me disent, ah tiens, sache qu'il y a des régions où parfois ça arrive à moins 40, à moins 50. Les gens y vivent, ils me disent oui, je dis ah oui, ça c'est intéressant. J'aimerais y aller pour partager ce quotidien avec eux, pour voir un peu comment on vit, parce que moi, je prends toujours le bon côté des choses. Je me dis, s'il y a des gens qui sont installés dans une zone où il fait très froid, qui y vivent, qui grandissent, qui s'épanouissent dans cet environnement-là, il devrait y avoir quelque chose qui les maintient au chaud. Ce n'est pas seulement les vêtements, je crois que ça doit être aussi leur environnement, leur ambition ou l'amour qu'ils ont pour l'espace où ils habitent. Et donc, c'est surtout sur ces points-là que je m'attarde. Donc, j'ai pu me procurer des vêtements assez chauds et j'ai constaté que même si tu as des vêtements chauds, à moins 30, le froid traverse quand même et te chatouille un peu le corps. Et fort heureusement, les maisons sont bien chauffées et les lieux de service aussi. Et c'est... oui, et puis c'est des jours, enfin, oui, c'est par période, c'est ça? C'est par période, c'est pas tout le temps. Ouais. Et après, tout le monde autour de moi était grippé ou enrhumé et moi je ne l'étais pas. Et j'ai fini l'hiver sans être grippé ou enrhumé. J'ai dit, contrairement à ce qu'on m'a fait croire, ce n'est pas aussi rude que ça. Donc, j'ai dit, bah, ça s'est passé, je suis en avril 2023, je vois que tout va bien, je ne vois aucun souci sur moi. Donc, que l'on arrête de faire croire que l'hiver le plus rude, vraiment au Winnipeg, peut-être que je n'ai pas expérimenté d'autres, mais je n'ai pas trouvé ça aussi rude que ça. Pour quelqu'un qui vient d'un pays où il n'y a que deux saisons, une saison des pluies et une saison sèche où il fait chaud, toutes 25, 27 degrés. Et quand il fait la saison des pluies, on n'est vraiment pas au-dessous de 15 degrés. Donc, vraiment, venir des tropiques où il fait chaud et venir là où il fait froid et pouvoir s'en sortir sans tomber malade, sans être grippé, sans être enrhumé, ça veut dire que j'ai réussi la plus grande phase d'intégration. C'est vrai, je suis assez d'accord avec ça. Moi, il y a un autre truc que j'aime bien aussi quand il fait froid, c'est qu'il fait beau. Je ne sais pas si c'est important pour toi aussi, tout ce ciel bleu et cet ensoleillement. Je trouve que la neige donne un autre visage à la ville. Et ce que j'allais ajouter, c'est surtout les activités hivernales qu'on découvre quand on vient d'Afrique, c'est le patinage, les promenades dans les bois alors qu'il fait très froid. Ça aussi, on se dit, les gens ont des expériences, des activités particulières par ici. Quand il fait froid, chez nous, les gens restent à la maison si ils n'ont pas de travail à faire. Mais ici, on voit un encouragement à dire, c'est pas parce qu'il fait froid qu'on doit rester à la maison. Ça peut créer la dépression, ça peut créer davantage de stress. Sortez, profitez des activités hivernales. Et
il y en a tellement. Et moi, j'ai pris du plaisir à découvrir le Festival du Voyageur au mois de février où il faisait froid et c'était tellement chaleureux qu'on oubliait les températures juste parce qu'il y avait de la bonne musique, parce qu'il y avait plein de jeux, il y avait plein de monde et on était dans une très bonne ambiance. Donc, j'ai estimé qu'il y a cette série d'activités organisées devrait davantage se multiplier, donner envie aux gens de ne pas rester cloîtrés à la maison et de profiter de toutes les périodes de l'année parce que j'estime qu'il y a tellement de belles choses ici à voir. Comment se sont passés tes premiers jours? Est-ce que tu as eu des défis, des galères? Alors, premier jour, je dois dire que je suis vraiment venu au Canada avec un avantage, c'est je me suis mieux renseigné. Okay. Je me suis mieux préparé. Je pense que cette préparation était très importante. Le fait d'avoir suivi beaucoup de vidéos sur YouTube où des immigrants ou des nouveaux arrivants, quel que soit l'endroit où ils sont au Canada, expliquent leur premier jour, expliquent comment chercher un logement, expliquent comment il faut faire attention quand on fait la visite d'un logement, donnent des références, des sites de référence sur lesquels on peut faire la recherche de logement, la question du garant, du credit score lors de la recherche d'un logement, ça c'était un enjeu. Mais le fait que je me suis bien informé sur ce sujet-là. Donc avec Kijiji, j'ai trouvé plusieurs appartements à Winnipeg et j'ai trouvé que cet outil était très intéressant, sans publicité, hein, ce site, mais c'est un site de référence. Je sais qu'au Canada, pour la plupart, lorsque tu cherches un logement, la plupart des gens vont te dire d'y aller. Il y a également Marketplace, Facebook Marketplace, qui offre aussi des opportunités, mais sur ce site-là, j'ai trouvé des informations pertinentes. Et il a un logiciel, une application qui te permet de chercher en fonction d'un quartier ou d'une zone. Donc, j'ai mis l'adresse de mon lieu de service et j'ai demandé à avoir, j'ai défini le rayon de recherche, périmètre de recherche. Et ça m'a permis donc de trouver plusieurs immeubles résidentiels et j'ai envoyé des informations, j'ai écrit et il y en a au moins 5 qui m'ont répondu et il y en a 3 qui m'ont proposé une visite virtuelle. Donc, ayant vu les références, je suis aussi allé sur Google pour demander les avis sur les immeubles résidentiels. Et les avis, justement, à travers les avis, il y a toujours des gens qui disent qu'est-ce qu'ils ont apprécié et qui n'ont pas apprécié. Et il y avait des bâtiments qui n'étaient pas du tout appréciés en fonction peut-être des puces qu'il y en avait, la qualité de la maintenance qui n'était pas au rendez-vous. Donc ça a aidé à procéder par élimination sur la base de ces avis-là. Petite question, tu dis que c'était des visites virtuelles parce que tu étais encore au Cameroun à Oui, ce j'étais moment-là? encore au Cameroun. Ça, j'étais encore au Cameroun. Donc c'est l'avantage que j'ai eu. Et là, j'ai eu une visite qui m'a permis de voir par visioconférence, qui m'a permis de voir un appartement. Et comme moi, j'aime beaucoup l'espace, je trouvais que l'appartement était très grand et j'ai eu toutes les références qui pouvaient me rassurer, toutes les garanties. Donc, j'ai pris mon appartement avant d'arriver. Okay. Ça, c'est l'avantage. Je l'ai eu avant d'arriver. Tu n'avais pas peur que ce soit une arnaque? Comment tu t'es rassuré là-dessus? Alors, je me suis rassuré. Première chose, c'est le site internet du propriétaire, de l'entreprise propriétaire de ces immeubles. J'ai vu que cette entreprise avait plusieurs immeubles au Canada, pas seulement à Winnipeg. Ensuite, je suis allé sur les avis et j'ai vu plusieurs avis qui étaient quand même des avis pas écrits par des machines. Il y avait quand même des précisions, des détails sur des gens qui étaient intéressés. Et ensuite, j'utilise Google Maps qui permet de voir le bâtiment en question. Parce qu'avec Google Maps, tu peux voir facilement la ville, tu peux savoir où le bâtiment est situé et faire une balade dans le centre-ville de Winnipeg. Donc tout ça, je l'ai fait avant et j'ai pu voir le bâtiment en question. Alors je me suis dit, si je fais la visite, puisqu'il n'y a pas un grand engagement, si ce n'est juste une caution à déposer, il n'y a pas un engagement à payer quelque chose avant. Donc je peux faire la première visite et je me dis, ok, ceci m'intéresse,
et les autres, je vais le voir après. Donc, la première visite, c'était une bonne impression. Je suis arrivé, j'étais logé à l'hôtel et j'ai demandé encore une deuxième visite. On m'a fait donc voir l'appartement et ça correspondait à peu près à ce que je voulais, avec un beau parc là devant, très belle vue. Donc, et je me suis dit, ok, bon, ça me convient. Et fort heureusement, l'appartement se libérait aussi. Donc, j'ai pu y accéder sans difficulté. Ensuite, j'ai bénéficié du suivi de l'accueil francophone. J'ai eu 2 agents qui m'ont accompagné durant mes 2 premières semaines. Une agente s'occupait de me montrer les magasins, comment faire ses courses, quels sont les magasins qui offrent des meilleurs produits, l'achat des vêtements d'hiver avec des spécificités sur quand l'hiver est un peu doux, c'est ce type de manteau léger. Quand l'hiver peut devenir rude, il y a des manteaux un peu au prix un peu plus élevé, mais au moins qui conservent assez au chaud. Et après, les différents types de magasins qui existent, les magasins pour l'ameublement, les magasins, les supermarchés, Walmart et autres. Donc, j'ai eu un agent qui s'occupait de me montrer la ville, en plus de mes propres aventures. Et ensuite, une deuxième agente qui m'a aidé à obtenir mon numéro d'assurance sociale en allant au Service Canada, ma carte de santé, et qui m'a accompagné, bien sûr, à la banque pour me montrer comment ça se passe. Donc, vraiment, j'étais choyé. J'ai pas eu de problème sur ce point-là. Et donc, après ces 2 semaines, bien sûr, évidemment, j'ai commencé aussi à connaître la ville davantage à travers le travail et les collègues. Et les enjeux, c'était surtout pour moi de maîtriser la ville sans utiliser le GPS. D'accord. Mais je me suis perdu N fois. Mais pourtant, c'est tout droit et c'est tout perpendiculaire. Oui, mais les rues se ressemblent tellement. Et chaque fois, je voulais arriver à mon service sans prendre de taxi. Et à chaque fois, je tournais autour de mon service au moins 2-3 fois. Je sais que je travaille pas loin. Après, j'arrive, je me regarde, je dis, je remarque les bâtiments, mais je vois pas la route qui mène à mon service. Et ce qui me permettait de me retrouver, c'est que je regardais l'antenne. C'est qu'il y a une antenne que nous avons seulement, et je savais que, ok, si c'est cette antenne-ci, il faut que je la retrouve. Et je prenais des ruelles qui n'étaient pas des ruelles que les voitures empruntent, des personnes empruntent, mais je me retrouve au bâtiment, je dis, ah, finalement. Donc, après 2 semaines où je me perdais au moins 2 à 3 fois, finalement, je maîtrise, je peux me déplacer par n'importe quel coin du centre-ville et je peux me retrouver, nommer les rues sans difficulté. Et l'autre enjeu, c'était le transport public. Les points de transport public, pour moi, n'étaient pas bien matérialisés. C'était de petites plaques. Et des fois, j'arrive, je traverse. Mais pourtant, le GPS m'indique que c'est ici qu'on prend le transport. Mais je dis, mais je ne vois pas l'indication. C'est quand le bus me traverse que je me rends compte que, mais il y avait l'indication plus haut au-dessus de moi. Et elle était tellement petite que donc j'ai commencé à les remarquer davantage. Oui. Non, c'est vrai, tu as raison, parce que tous les arrêts de bus n'ont pas un... Il n'y a pas un abri-bus. C'est ça, effectivement. Du coup, il y a souvent juste une petite plaque qui est là, et parfois elle est très fine. Donc, si tu n'as pas prête pas attention à à ce genre de détails, ça peut être un souci. Et aussi, les numéros de bus, plusieurs fois j'ai pris le mauvais bus. Parce que je prêtais pas attention aux numéros. La direction? La direction, ça dit que je vais à Saint-Boniface, je suis devant le Centre Canada Vie, je ne me rends pas compte que sur cet axe-là, il y a plusieurs bus qui ne vont pas forcément à Saint-Boniface. Donc, quand je sais que le bus va m'amener à Saint-Boniface, le premier bus qui arrive, j'entre. En fait, je me dis, c'est le bus. Et de fil en aiguille, je me rends compte que le bus n'est pas en train de prendre la route de Saint-Boniface. Je demande au chauffeur, mais moi je vais à Saint-Boniface. Il dit non, c'est pas le bus Saint-Boniface. Je dis, d'accord, ok. Je me rends compte, donc il faut prêter attention au numéro davantage de bus. Donc, c'est des petits détails qui parfois
échappe. Mais maintenant, le déplacement, la voiture, tout ça, c'est bien passé. L'autre enjeu que je vais ajouter aussi, c'était d'avoir son permis de conduire. D'accord. Je crois que ça aussi, c'est un défi pour ceux qui viennent d'arriver. Ayant conduit une voiture manuelle, essentiellement au Cameroun, que je constatais que c'est des voitures automatiques, là aussi, j'ai eu moins de difficultés. J'ai pris 2 heures de cours, donc 4 heures de cours, sur 2 jours, 2 heures, un jour, 2 heures, un autre jour, pour me familiariser avec une voiture automatique et bien sûr demander à ce moniteur de me montrer exactement quels sont les points les plus importants pour le test pratique. Et je suis très content. J'ai eu mon permis une fois. Donc, je sais qu'il y a certains qui ont des enjeux, mais je pense aussi si tu as une expérience en tant que chauffeur dans ton pays d'origine et surtout que tu conduis bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience en tant que chauffeur, mais parfois ne sont pas de très bons chauffeurs. Donc, ça fait à ce qu'ils ont du mal à comprendre quelles sont les exigences quand il faut passer un test pratique. Donc, j'ai pu passer mon test pratique sans problème et avec mon permis, vraiment, c'est plus aisé de pouvoir se déplacer. Et est-ce que tu as acheté une voiture? Pas encore. Comment tu te déplaces maintenant? Alors, j'envisage d'acheter. Je suis en train de regarder des voitures qui m'intéressent. Pour le moment, pour moi, pour connaître une ville, surtout un centre-ville, je crois qu'il faut être dans le véhicule, pour moi, ne m'aide pas à connaître, à maîtriser une ville. C'est davantage aller à pied et pouvoir découvrir des endroits et les connaître par cœur. Parce que je viens d'un pays où nous utilisons très peu le GPS. Moins parce on a grandi là, mais aujourd'hui le GPS quand même au Cameroun permet de pouvoir localiser plusieurs endroits. Mais il n'y a que du bonheur pour quelqu'un de pouvoir maîtriser ses rues et les différentes routes qui mènent à tel endroit, à tel autre endroit, simplement sans utiliser son GPS parce que ça peut aider au cas où il y a un problème. Donc pour le véhicule, je suis en train de planifier l'achat et donc je suis dans le transport public et je trouve ça très agréable aussi parce qu'on rencontre des gens, on suit des conversations et on voit, et c'est le défaut de mon travail, c'est que tout le temps on est en train de regarder autour de soi et d'analyser tout ce qui se passe sous le prisme de qu'est-ce qui peut être intéressant. Ça me dit quelque chose, tel comportement, telle attitude me dit quelque chose et tout. Et c'est ce que j'apprécie. Donc, les transports publics pour moi restent intéressants dans le centre-ville et surtout aller à la découverte du centre-ville. Maintenant, si on veut aller plus loin, bien sûr, il arrive des fois que je prends des voitures, je peux louer une voiture que je peux me déplacer hors de la ville, mais le fait de me déplacer à pied dans différents coins du centre-ville, cela m'a permis pendant une bonne période de découvrir plein d'endroits et de pouvoir aujourd'hui m'y rendre en voiture sans forcément utiliser une géolocalisation. Okay. Est-ce que tu peux nous parler de ton intégration, ta vie sociale, des amis? Alors, en dehors de mes collègues qui viennent de différentes cultures, différentes nationalités, qui m'ont vraiment ouvert leurs bras, qui m'ont partagé les meilleures astuces, les bons plans, avec qui je fais de très bonnes sorties les week-ends de temps en temps. J'ai aussi rencontré plein de gens grâce à ma salle de sport. Okay. Je me suis fait plein d'amis ukrainiens. Je me suis fait des amis d'Amérique latine, du Pérou et du Mexique aussi. Donc, et c'est très agréable d'avoir des amis qui viennent d'autres pays. J'ai aussi des amis canadiens que j'ai rencontrés aussi ici. Mais j'apprécie davantage les gens qui viennent d'ailleurs parce qu'ils me permettent aussi de connaître un peu comment ils vivent leur niveau d'intégration. Et certains sont nés ici aussi
Et ça fait en sorte que ils veulent toujours me montrer quels sont les différents plats qu'ils aiment manger. Je crois que la première chose où on se réunit le tout, c'est toujours autour de la nourriture, parce que c'est un bon moment de partage, de, de, de découverte culinaire. Et je me suis fait aussi des amis franco-manitobains à travers des reportages. Et ça a été agréable de suivre leur histoire et de voir surtout des jeunes, un peu plus jeunes que moi, qui sont dans un combat contre l'insécurité linguistique, mais aussi qui apprécient sans complexe le fait d'être bilingue et d'être franco-manitobain. Donc, à travers ces liens d'amitié que je tisse dans tous les milieux où je me trouve, ça m'aide davantage à connaître d'autres aspects de Winnipeg et du Manitoba, et même du Canada, parce qu'il y a des gens qui viennent de Toronto, qui viennent du Nouveau-Brunswick, ou bien qui ont vécu là-bas, dans d'autres villes, et qui se retrouvent ici. Donc, ça n'a pas été difficile parce que je pense toujours que lorsque vous êtes très sociable, vous êtes avenant et, et que vous avez beaucoup d'humour, les gens apprécient énormément et les contacts se font aisément partout où l'on va. Dans mon premier lieu où j'ai commencé à faire des contacts, c'est beaucoup plus ça, le sport. Et j'ai été agréablement surpris de voir tant de monde, de rencontrer aussi des francophones, que ce soit des gens qui viennent d'Afrique ou qui viennent d'Europe, mais aussi de voir à travers la vie, lorsqu'on fait des achats, lorsqu'on se bouscule avec quelqu'un simplement, et que des liens d'amitié se créent, c'est vraiment incroyable. Et de voir que les gens sont très sympathiques, à la moindre politesse, les personnes sont prêtes à s'arrêter et à engager une conversation avec vous sans se soucier de là où vous venez, sans complexe. Je crois que c'est ce que j'apprécie le plus. Alors, si on devait un peu résumer, on dirait que tu t'es beaucoup préparé, tu as beaucoup lu, beaucoup fait de recherches avant de venir. Ici, finalement, tu t'es montré très ouvert, surtout très communicant avec les gens, n'a jamais hésité à leur parler. Est-ce que tu as d'autres conseils pour les gens qui nous regardent? Ce que je voudrais dire, c'est que l'immigration n'est pas l'objectif. Il est un moyen pour arriver à réaliser un objectif. Si ceux qui se préparent dans un projet d'immigration n'ont pas un projet de vie professionnelle ou personnelle au bout de ce projet d'immigration, ils peuvent arriver et faire face à d'énormes frustrations qui rendent leur expérience difficile et qui parfois les découragent et qui les ralentissent dans leur stratégie d'épanouissement là où ils vivent. Donc, je crois que c'est important de savoir pourquoi est-ce que je voudrais immigrer, dans quel objectif, qu'est-ce que je veux rechercher, quel est le but que je vais atteindre. C'est ça des éléments d'abord très importants d'analyser ce qu'on veut faire. Parce que chaque projet d'immigration est une expérience particulière. Mon expérience, qui est celle de quelqu'un qui se croit comme une personne qui est très épanouie, là où je suis, peut ne pas être la même que d'autres personnes, mais tout dépend de comment on se prépare, de ce qu'on vient chercher, de ce qu'on souhaite avoir et des moyens qu'on se donne pour y arriver. Donc, je pense que le plan de préparation est très important. Il faut aussi étudier la ville où l'on veut se rendre. Est-ce que cette ville offre des opportunités pour les personnes qui souhaitent s'y rendre? Est-ce qu'elle correspond à leurs attentes? Est-ce qu'ils y trouveront tout ce qu'il faut pour s'épanouir? Si c'est des personnes qui aiment beaucoup la fête, par exemple, est-ce qu'il y a assez de divertissement les week-ends? Si c'est des personnes qui souhaitent vivre dans un environnement moins bruyant,
Est-ce qu'il y a des quartiers qui correspondent à leurs attentes? Si c'est des personnes qui vivent dans leur cocon, est-ce que l'environnement sied à ce genre d'attitude? Je crois que c'est des questions qu'il faut se poser. Et je pense qu'on est dans un environnement où il faut toujours être ouvert, il faut toujours aller vers l'autre, faire preuve de beaucoup de tolérance, parce que le partage des cultures peut montrer des différences. Mais ces différences doivent être une force, parce qu'on s'enrichit davantage en allant vers l'autre, en écoutant les autres et en prenant de sa culture. Je ne demande pas d'aller vers une assimilation culturelle, mais j'encourage à aller vers d'autres communautés pour connaître leur histoire, connaître comment ces personnes vivent, et on est agréablement surpris de ce qu'on gagne à partager la culture des autres. Donc, dans le plan de la préparation, c'est vraiment de mûrir son projet, savoir pourquoi est-ce qu'on veut immigrer, est-ce qu'on est prêt à faire face aux défis de l'immigration, les défis qui peuvent être dans le cadre des procédures administratives, les défis qui peuvent être liés aussi aux attentes qui peuvent être élevées, mais on fait un constat que l'environnement ne cadre pas toujours avec ce qu'on veut. Je prends un exemple sur le fait que la pandémie, par exemple, a révélé qu'il y a de nombreux défis infrastructurels, même pour les pays très développés. Et l'un des cas les plus patents, c'est le système de santé, où il faut attendre pour avoir un médecin de famille, où il faut attendre un peu longtemps pour pouvoir bénéficier d'une consultation médicale. Il faut prendre ces aspects en compte, et je crois que il faut aussi prendre son temps et lire les documents d'Immigration Canada. Il y a énormément d'informations sur tout ce qui se passe. Juste prendre le temps de bien lire, les comprendre et noter ce qui est essentiel. Je prends un exemple. Lorsque les gens voyagent, je crois que Immigration Canada ou des organisations francophones qui aident à pouvoir, qui offrent un service pré-départ, disent aux gens, si vous avez vos lunettes que vous devez refaire, refaites-les peut-être avant d'arriver. Si vous avez des médicaments essentiels, peut-être prenez-les aussi avant votre voyage. Parce que ça peut arriver que vous vous trouvez au Canada, il y a un enjeu pour pouvoir trouver telle chose selon la région où vous êtes. Donc, ce genre de petits éléments, les gens parfois ne prêtent pas attention et arrivent et sont un peu choqués de ah, je fais face à telle difficulté, je n'imaginais pas que le Canada aussi. Non, chaque pays a ses défis, mais chaque pays aussi a des avantages qui peuvent être supérieurs peut-être de là où on vient. Donc, je crois que le niveau de préparation, c'est très important de savoir ce qu'on attend, de savoir ce qu'on est prêt à faire. L'autre défi aussi, c'est l'emploi. Je sais que c'est là où il y a beaucoup d'enjeux pour des personnes qui arrivent, qui ont le sentiment que leurs compétences professionnelles ne sont pas reconnues. À ce niveau, je dirais que il devrait, je recommande, je conseille de mieux se préparer. Si on est mieux informé sur les réalités du marché du travail et qu'on observe, on fait un brainstorming en disant quelles sont les attentes des employeurs sur mon domaine de compétences. Est-ce que ces attentes correspondent aux compétences que j'ai actuellement? Est-ce que j'ai assez d'expérience si je soumets mon dossier de candidature? Est-ce que j'ai assez d'expérience? Est-ce que je corresponds? Est-ce qu'il faudrait que je me mette à jour ou que je fasse des petites formations avant de postuler? Parce que dès que l'immigration a reconnu, par exemple, que, OK, vous avez un profil de chargé en communication, on a besoin des directeurs de communication au Canada, vous êtes un profil idéal, on a besoin de vous. Les personnes pensent que l'immigration qui t'a accepté, ça suffit pour que l'entreprise t'accepte. L'entreprise a des attentes particulières, l'immigration aussi. L'immigration peut voir le profil d'un directeur de communication en disant, d'accord, vous correspondez au profil sur la base de votre CV, mais l'entreprise, elle a des attentes plus élevées parce qu'elle veut quelqu'un qui connaît l'environnement, elle veut quelqu'un qui connaît certains outils de communication, elle veut quelqu'un qui connaît certaines stratégies. Et si un immigrant fait ses recherches, se renseigne sur les entreprises qui l'intéressent, met un accent sur
les besoins, les attentes spécifiques, il peut commencer à se préparer en disant, OK, les entreprises en communication ou le poste de chargé de communication au Canada, voici les attentes. Dans ces attentes-ci, sur 10 attentes, je sais que je corresponds à 3 et je vais travailler sur les 7 autres pour pouvoir me mettre à jour. Et ensuite, je vais revoir mon CV et quand je veux postuler, je serai mieux préparé quand je vais aller peut-être à une entrevue d'embauche où mon CV peut être accrocheur. Le dernier élément que je vais ajouter, c'est que il y a une mention sur laquelle beaucoup d'immigrants francophones ne prêtent pas attention. Immigration Canada dit on veut des francophones, mais on veut des francophones bilingues. Et je pense que cet aspect de bilinguisme est un atout important pour les francophones d'améliorer leur niveau d'anglais. Et ils ont plus à gagner à ne pas ignorer cet aspect du bilinguisme. Je crois que c'est des aspects sur lesquels je pense que je peux donner quelques conseils. Voilà ce que je pourrais dire. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Kenza.